Bonjour à toutes et à toutes. Bienvenue à notre 6e conférence du programme En route vers les élections du Québec 2022. Le programme a débuté en mars. Il va se terminer en septembre par un débat électoral. Je vais vous en reparler à la fin, mais je vous dis quand même que ceux qui ne sont pas déjà inscrits peuvent déjà s'inscrire. Donc, mon nom est Suzy Saint-Cerny. Je suis chercheure à la chaire en fiscalité et finances publiques de l'Université de Sherbrooke. C'est moi qui vais animer cette conférence aujourd'hui qui va traiter des meilleures pratiques relativement au cadre financier des partis politiques qui accompagnent normalement leur programme électoral. En effet, en campagne électorale, beaucoup de promesses, beaucoup d'engagements qui sont faits. Ces promesses et ces engagements-là ont, dans la majorité des cas, plusieurs effets sur le cadre financier du gouvernement, donc sur le budget, revenus, dépenses, soldes et éventuellement sur la dette. Quelles sont les meilleures pratiques? Comment ça devrait être présenté pour qu'on tous s'y retrouve? Parce que c'est pas évident pour la population, pour les électeurs et même pour les analystes de s'y retrouver. C'est pas toujours bien fait ou bien présenté ou de la même façon. Donc, c'est ce dont nos présentateurs vont nous parler aujourd'hui. Qui sont ces conférenciers-là? Il s'agit de Yves Saint-Maurice, consultant en économie et collaborateur régulier à la chaire de finances publiques, de fiscalité et de finances publiques. Donc, on collabore régulièrement avec nous. Et, naturellement, Luc Godbout, chercheur principal et titulaire à la chaire en fiscalité et finances publiques. Donc, comme vous le voyez, on est en famille aujourd'hui. Mais comme d'habitude, à la fin de la présentation, il y aura une période de questions. On devrait avoir du temps pour une période de questions. Donc, vous pouvez dès lors poser vos questions par écrit, par l'entremise de la section questions et réponses du Zoom. Petite différence dans le processus, c'est que cette fois-là, il y a une seule présentation, une présentation commune de Luc et de Yves, où ils vont intervenir à tour de rôle. Et moi-même, je vais me permettre, dans certains cas, d'intervenir justement comme on est en famille. Je commence donc dès maintenant, on ne perdra pas plus de temps, en vous présentant le plan de la présentation, justement, de quoi on va vous parler aujourd'hui. Donc, après la mise en contexte, Luc et Yves vont parler du rapport préélectoral, qui est un préalable au cadre financier, on peut dire ça comme ça. On va ensuite voir c'est quoi les meilleures pratiques, justement. C'est quoi un cadre financier? Pourquoi c'est important? C'est de ça qu'ils vont nous parler. Quels sont les outils en place pour les partis politiques pour les aider dans ce processus-là? Et on va terminer avec une période de questions, certaines conclusions, bien sûr. Fait que, Luc, je te laisse aller. Parfait. Merci. C'est bon? Alors, sans plus tarder, donc, une courte mise en contexte. Maintenant qu'on a des élections à date fixe, on sait déjà donc à l'avance quand auront lieu les élections, le 3 octobre prochain. Et depuis hier, le premier ministre a confirmé que le début officiel de la campagne électorale serait le 28 août prochain. Mais nous sommes déjà en pré-campagne. On a déjà bon nombre de partis qui ont déjà fait des promesses. Et là, nous, on va rajouter dans ce contexte-là le rapport préélectoral. Pour une deuxième élection, il y a un rapport préélectoral qui est produit. C'est le ministère des Finances qui présente le rapport préélectoral et la vérificatrice générale du Québec émet une opinion sur le caractère plausible des prévisions et hypothèses qui sont utilisées dans ce rapport préélectoral-là. Ça devient le socle pour voir si on a la capacité financière de financer les engagements que les partis politiques vont prendre. Bon. Malgré le rapport préélectoral, il faut noter quand même il faut convenir qu'il y a beaucoup plus peut-être d'incertitudes cette année que lors des élections précédentes. Et il y en a de nature économique, dont, à l'occasion, Yves pourra aborder dans le cadre de la conférence. Et il y en a de nature budgétaire, notamment autour du solde, que je pourrai aborder au fil de la présentation. Puis dans le contexte électoral, dans le contexte du rapport préélectoral, on va aborder donc les promesses, des promesses qui ont déjà été faites, et comment les chiffrer et de quelle manière, donc, les intégrer à l'intérieur du cadre budgétaire. Donc, en gros, c'est la mise en contexte qu'on voulait faire, pas plus long que ça. Et là, sans plus tarder, j'aborde la thématique du rapport préélectoral. Juste pour vous expliquer un peu de la manière dont ça fonctionne au Québec, donc, le ministère, après le budget, là, prépare le rapport préélectoral. Ce rapport-là, il y a des dates là, dans les lois qui sont inscrites, donc il doit le transmettre au vérificateur général au plus tard le 3e lundi de juin. Le vérificateur général prend le rapport préélectoral, le décortique, l'analyse, regarde si les hypothèses sont plausibles, peut interagir avec le ministère des Finances et lui doit remettre
son opinion, doit la transmettre au ministère des Finances avant pour publication, là, grosso modo, le deuxième lundi du mois d'août. Et une semaine plus tard, le rapport préélectoral, l'opinion du vérificateur général sont rendus publics, donc au plus tard le troisième lundi du mois d'août, qui nous a amené cette année au 15 août. C'est comme ça qu'a été fait le processus. Et sans plus tarder, je vais laisser Yves poursuivre. Alors, le rapport préélectoral. Alors, c'est quoi les objectifs du rapport préélectoral en soi? Essentiellement, ça se résume à bien renseigner la population. C'est aussi simple que ça. Et pour bien renseigner la population, ça nous prend quoi? Ça nous prend un portrait objectif des finances publiques du Québec à quelques semaines des élections. Donc, c'est vraiment ça qu'on va renseigner la population sur l'état des finances publiques. Comment on va faire ça? Avec quoi on fait ça? Bien, évidemment, ça nous prend des prévisions économiques et des prévisions budgétaires qui sont plausibles. On le voit tantôt, c'est vraiment la vérificatrice générale qui nous dit s'ils sont plausibles ou pas. Ça nous permet aussi d'avoir une belle base commune, une base de référence, en fait, pour tous les partis politiques, pour justement faire leur cadre financier. Et en plus, dans le rapport préélectoral, le ministère des Finances publie ce qu'on appelle un simulateur, justement, pour simuler les effets sur le cadre financier du gouvernement des engagements qui sont pris ou des promesses qui sont prises par les partis politiques comme tels. Donc, ça nous évite aussi de ce qu'on appelle ce qu'on avait quelquefois des surprises budgétaires, c'est-à-dire qu'on arrivait après les élections, un premier budget, et tout à coup, il manquait 1 milliard, donc le gouvernement précédent avait mal évalué les finances publiques, etc. On veut éviter ce genre de mauvaise surprise budgétaire-là. Donc, c'est vraiment les objectifs du rapport préélectoral, c'est vraiment d'informer la population, là, quelques semaines avant les élections, c'est quoi l'état des finances publiques. Il y a deux entités qui sont impliquées dans le rapport préélectoral. Il y a le ministère des Finances et la vérificatrice générale du Québec. Donc, qui fait quoi exactement? Donc, regardons le ministère des Finances, c'est quoi leur responsabilité? Ils doivent présenter de façon détaillée leur hypothèse économique, justement pour faire leur prévision économique. Sur quelle période? Jusqu'en 2026-2027, donc environ 5 ans. Ils doivent aussi présenter le cadre financier, en présentant des cadres financiers du gouvernement, donc les équilibres budgétaires, donc revenus, dépenses, salles budgétaires, etc., jusqu'en 2026-27 également. Et ils doivent aussi présenter les dépenses ventilées par champ d'activité de l'État jusqu'en 2024-2025, donc une période un peu plus courte que les prévisions économiques et le cadre financier. Les champs d'activité de l'État, c'est essentiellement les dépenses de portefeuille, donc on parle de santé, services sociaux, éducation, enseignement supérieur, famille, etc. Donc, voici un peu une partie du rôle du ministère des Finances. Il doit aussi, parce qu'il y a des lois, il y a la loi sur l'équilibre budgétaire, la loi sur la réduction de la dette et l'institution le Fonds des générations. Dans ces lois-là, il y a des rapports qui doivent être remis. Et dans le rapport préélectoral, le ministère des Finances doit aussi présenter ces rapports-là. Si on regarde la loi sur l'équilibre budgétaire, dans les rapports qui doivent être présentés, bien évidemment, les objectifs visés par la loi et l'atteinte de ces objectifs de la loi et présenter les écarts, constater si effectivement il y a des écarts par rapport aux objectifs. Il doit aussi présenter l'état ou les opérations qui sont faites sur la réserve de stabilisation. En ce qui concerne la loi de la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations, bien, le rapport doit présenter l'évolution de la dette représentant les déficits cumulés ainsi que la dette brute. Et doit aussi présenter les sommes qui sont portées au Fonds du crédit des fonds de génération et qui sont utilisées pour rembourser la dette. Donc, c'est vraiment l'ensemble des responsabilités du ministère des Finances pour la publication du rapport préélectoral. Maintenant, au niveau de la vérificatrice générale du Québec, son rôle, c'est de nous dire ou de conclure si les hypothèses retenues au niveau essentiellement du cadre financier et des prévisions économiques et les prévisions du cadre financier et de la dette sont plausibles. Bon, une définition un peu plus technique de la plausibilité. Bien, on parle, par exemple, est-ce que les hypothèses qui sont posées sont justifiées? Est-ce que ça constitue une base raisonnable pour établir les prévisions économiques et financières comme telles? Qu'est-ce que ça veut dire, en d'autres mots? C'est qu'on essaie de voir un peu, est-ce que, par exemple, les relations suivent les tendances historiques? Est-ce que c'est comparable à ce que d'autres organismes qui font le même genre de prévisions, est-ce que ça se compare? Est-ce qu'on est dans les mêmes eaux? Donc, c'est un peu ce que ça veut dire. Est-ce que les hypothèses, vraiment, se constituent une base raisonnable?
Évidemment, on pose des hypothèses. Bien, il faut que les prévisions économiques et les prévisions du cadre financier reflètent les hypothèses qui ont été retenues. Donc, la vérificatrice générale doit s'assurer que c'est bien ça. Elle doit s'assurer aussi que toutes les informations financières les plus récentes sont incluses dans le rapport préélectoral et que le rapport tient compte aussi des dernières orientations et décisions du gouvernement. Donc, si après le budget, le gouvernement a pris des décisions, bien, on doit les retrouver dans le cadre financier du gouvernement présenté dans le rapport préélectoral. Évidemment, on doit s'assurer qu'il y a un respect des conventions comptables du gouvernement. Et la vérificatrice générale doit aussi faire un commentaire pour dire si effectivement tous les documents et tous les renseignements qui ont été demandés au ministère des Finances ont bien été reçus. Donc, c'est vraiment le rôle de la vérificatrice générale. Qu'est-ce qu'on retrouve à la base, finalement, des prévisions du cadre financier? C'est vraiment les prévisions économiques, les prévisions des indicateurs économiques dans le rapport préélectoral. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? Je veux juste montrer un peu un exemple, parce qu'on ne passera pas à travers l'ensemble du rapport. Mais pour les prévisions économiques, on doit les présenter sur 5 ans, comme on disait tantôt, et présenter de façon détaillée aussi les hypothèses. Donc, je vous montre une partie des tableaux qu'on retrouve dans le rapport préélectoral. On a, par exemple, ici, le PIB, donc la croissance, le niveau du PIB nominal, la croissance du PIB et de ses composantes en termes réels, donc on a la croissance. On a des indicateurs sur le marché du travail, les indicateurs classiques, donc la population 15 ans et plus, le taux de chômage, la création d'emplois ou l'emploi. Vous avez aussi d'autres indicateurs, notamment l'indice des prix à consommation, les mises en chantier. Vous avez beaucoup de variables en termes nominaux. On parle des salaires et traitements, on parle des excédents d'entreprise et de toutes les composantes aussi du PIB nominal, donc aussi les investissements d'entreprise, consommation des ménages, qui vont servir en fait à déterminer les revenus du gouvernement, parce qu'on sait que les revenus du gouvernement sont vraiment associés à des composantes nominales de la croissance économique ou du PIB comme tel. Donc, ce genre de variables qu'on retrouve au niveau des hypothèses et des indicateurs économiques dans le rapport préélectoral. Un élément que je voulais noter du rapport préélectoral, je pense que c'est important. Si on compare par rapport au budget, les prévisions qu'on a au niveau du rapport préélectoral, on voit qu'à droite, le PIB réel, on est au même niveau. Les prévisions n'ont pas beaucoup changé par rapport au budget 2022, qui était publié en mars 2022. Donc, on est dans les mêmes eaux, c'est presque la même chose. Par contre, on a vu que l'inflation était beaucoup plus élevée. Et l'inflation, quand on parle aussi d'inflation dans l'ensemble de l'économie, donc les variables du PIB comme tel, donc la consommation, les investissements, etc., ont aussi subi beaucoup d'inflation, ce qui fait que le PIB nominal a un niveau beaucoup plus élevé que ce qu'on avait dans le budget. Et ça, sur l'ensemble de la période. Et on va voir, probablement que lui va nous en parler tantôt, ça va avoir des effets justement sur le cadre financier qu'on présente dans le rapport préélectoral par rapport à ce qui était dans le budget. Donc, on va voir que les prévisions du PIB nominal sont vraiment très différentes à un niveau, on va monter de marche au niveau du PIB nominal sur l'ensemble de la période de prévision. Donc, c'est un élément important que je voulais mentionner pour le rapport préélectoral. Et quelques petites considérations particulières là, qui s'associent au rapport préélectoral, c'est que les travaux de la vérificatrice générale portent essentiellement sur les années financières 2022, 2023 à 2024, 2025. Donc, elle ne pose pas de conclusion sur les années ultérieures, donc 25, 26 et 26, 27. Autre élément, elle ne le fait pas non plus pour l'exercice 21-22 parce que c'est encore en audit, donc elle ne pose pas de conclusion non plus sur le 21-22. Un élément important, je pense qu'il faut spécifier, c'est que le contexte est très différent de ce qu'on avait en 2018 au niveau du rapport préélectoral. Pourquoi? Bien, tout le monde le sait, il y a beaucoup de défis actuellement au niveau de l'économie canadienne, québécoise, mondiale, qui augmentent beaucoup l'incertitude. Quels sont ces défis? Bien, je pense que tout le monde les connaît. On parle de pénurie de main-d'œuvre. On parle d'une inflation qui est très importante, qui est persistante, qui amène des resserrements des politiques monétaires dans beaucoup de pays, notamment au Canada aussi, on le vit aussi. On parle de la guerre en Ukraine, avec les sanctions en Russie, qui provoquent aussi de l'inflation, qui pourra affecter les perspectives économiques mondiales. On parle aussi de la pandémie, qui n'est pas nécessairement terminée, qui pourra avoir encore des effets. Donc, on parle de tout ça au niveau du contexte. Là, c'est vraiment très différent. Et je pense que c'est important de spécifier que dans le rapport préélectoral, les prévisions économiques et financières sont arrêtées à la date du 8 juillet 2022. Donc, il faut être conscient de ça. Après, il pourrait y avoir des événements qui pourraient arriver, mais on n'en tient pas compte. Les prévisions économiques et financières sont vraiment arrêtées à la date du 8 juillet comme tel.
Je passe la parole à Luc maintenant qui va nous parler des cadres financiers. Bien, merci Yves. Donc, dans le contexte où Yves nous a présenté les indicateurs économiques, ces indicateurs économiques-là peuvent avoir des effets sur les résultats budgétaires. Donc, à l'intérieur du rapport préélectoral, on a aussi le cadre financier du gouvernement. Un peu comme Yves, là, je vous le présente à droite, là, mais on ne passera pas tout ça en détail, mais en gros, ce qui est fait, c'est qu'on représente ce qui avait été présenté dans le budget de mars 2022, revenus, dépenses, etc., là, jusqu'au solde budgétaire, et on va être à même de constater les différences. Le premier élément qu'on peut voir ici, outre les revenus-dépenses, c'est que les dépenses liées à la COVID vont s'estomper progressivement. Donc, pour un 9,2 milliards pour l'année passée, on s'en va de même, puis rendu en 2024-25, on a pratiquement plus de dépenses liées à la COVID qui est budgétée. Compte tenu de l'incertitude dont Yves a parlé, on a par ailleurs une provision pour risques économiques et autres mesures de soutien à une éventuelle relance qui est de 2 milliards par année pendant 5 ans. Donc, l'année en cours et les 4 suivantes font l'objet d'une provision que le futur gouvernement pourra utiliser pour des risques économiques ou mesures de relance. Et là, on arrive au solde, le premier solde. Et là, on s'aperçoit que même avec ces provisions pour risques, même avec les dépenses liées à la COVID, pour l'année en cours et les 4 suivantes, le solde est positif. Il y a plus de revenus que de dépenses. Mais on ne peut pas s'arrêter là. On ne peut pas s'arrêter là. Pourquoi? Bien, parce qu'au Québec, il y a une loi sur l'équilibre budgétaire qui a été votée à l'unanimité par les députés de l'Assemblée nationale jadis, et cette loi oblige à définir le solde budgétaire après versement au Fonds des générations. Et là, vous voyez plus vers le centre bas du graphique les versements qui sont prévus à être versés au Fonds des générations en vertu d'une autre loi, qui est la loi sur le remboursement de la dette et portant création du Fonds des générations. Et là, par la suite, vous arrivez, bien sûr, là, il y a un peu de montants qui sont liés à la réserve de stabilisation, donc des surplus passés qui servent à éponger des déficits futurs. Mais nonobstant ça, quand vous arrivez en bas, bien là, on est en mesure de voir le véritable solde budgétaire au sens de la loi sur l'équilibre budgétaire, solde qui est déficitaire. D'ailleurs, ici, je vous remonte, dans le fond, les écarts du solde budgétaire au sens de la loi sur l'équilibre budgétaire entre le budget de mars 2022 et les données qui sont présentées dans le rapport préélectoral. Donc, oui, tel qu'on l'a vu lorsque le rapport préélectoral a été présenté, plusieurs ont parlé d'une embellie. C'est vrai qu'il y a une embellie, les déficits sont moins importants que prévu. Mais moi, je dis qu'il faut faire attention parce que, contrairement à ce que plusieurs commentateurs ont pu dire sur le rapport préélectoral, c'est difficile de voir une marge de manœuvre parce que les soldes, au sens de la loi sur l'équilibre budgétaire, sont déficitaires. Ce qui veut dire, pendant toute la période, ce qui veut dire que les partis politiques qui veulent faire des promesses fiscales, des promesses de baisse d'impôts ou de majoration des dépenses, doivent déjà partir d'un déficit. Donc, si on veut respecter la loi, ça veut dire qu'il y a un double défi, retrouver l'équilibre budgétaire et intégrer nos promesses à travers tout cela. Donc, il y a une embellie, mais pas de marge de manœuvre nécessairement pour les partis politiques. Donc, ça, je pense que c'est important, là, d'un constat important à faire. Bon, on parle du rapport préélectoral qui est fait au Québec, mais je veux consacrer les 2 prochaines diapositives à dire bien, comment ça marche ailleurs. Bien, je vais vous parler d'abord de l'Ontario, puis ensuite, je vous parlerai lorsqu'il y a des élections fédérales. Donc, en Ontario, premièrement, le rapport préélectoral existe depuis avant celui du Québec. Ça a commencé depuis 2004. Donc, ça fait plus longtemps qu'il y a un rapport préélectoral, mais ça ne fonctionne pas tout à fait de la même façon et il y a eu des changements récents. Depuis 2019, en Ontario, le ministre des Finances n'est pas tenu de produire un rapport préélectoral comme tel distinct. Ça peut être son budget qui serve d'office du rapport préélectoral. D'ailleurs, en 2022, c'est un peu ce qui est arrivé. Le ministre des Finances de l'Ontario a présenté son budget. Tout de suite après, le premier ministre a dit on s'en va en élection. C'est des élections à date fixe comme nous. Et donc là, on s'est retrouvé avec un budget non voté, puis pas un rapport préélectoral distinct, mais le budget faisait office de rapport préélectoral. Là-bas aussi, il faut que la vérificateur générale de l'Ontario fournisse une déclaration sur le caractère raisonnable du plan financier.
Mais il ne reçoit pas, lui, nécessairement d'avance le rapport préélectoral ou le budget. Donc, le rapport préélectoral ou le budget est déposé et par la suite, lui, il le commente. Ah, et déposé est public. Déposé est public. Okay. Et lui, il le commente avant même que par la suite. Et donc, on s'aperçoit qu'en Ontario, le travail collaboratif entre le ministère des Finances et le vérificateur général est beaucoup moins grand qu'on peut l'observer au Québec. Du côté du fédéral, bien là, le responsable d'un rapport préélectoral, c'est différent. Donc, il n'y a pas de ministère des Finances qui produit un rapport préélectoral, puis il n'y a pas de vérificateur général qui dit si les hypothèses sont plausibles. C'est fait par le directeur parlementaire du budget, ce qu'on appelle généralement là, en acronyme le DPB. Bon, le DPB, c'est un organisme indépendant, non partisan, et il a un mandat de fournir une série de rapports pour favoriser la bonne compréhension des finances publiques fédérales. Il n'a pas d'obligation de faire un rapport préélectoral, mais c'est dans sa latitude et il choisit de le faire pour éclairer le débat public. Par contre, le directeur parlementaire du budget à Ottawa, il a une obligation, suite aux élections de 2015, donc depuis les élections de 2019, d'évaluer, à la demande des partis politiques, si les partis politiques le souhaitent, toutes les promesses fiscales. Donc, un parti politique fait une promesse et peut demander au DPB de l'évaluer. Ah, c'est à mon tour, hein? C'est ça. On est rendu en transition. Je disais que je faisais les transitions. Donc oui, on va passer au cadre financier, mais avant, Luc, j'ai quand même une question. Tu viens de parler du fédéral, ou c'est le DPB qui s'occupe du rapport préélectoral. On peut dire ça comme ça. Est-ce que, je te dirais pas qu'est-ce qui est le mieux, VG, ministère des Finances, DPB, mais est-ce qu'il y a des avantages? Y a-t-il des avantages que tu pourrais avoir ou des distinctions qui pourraient, c'est ça, avantages, inconvénients, là? Quelques éléments à cet égard-là. Bon, parfait, merci. Entre le Québec et l'Ontario, je dirais qu'il y a l'avantage Québec pour l'aspect collaboratif. Okay. Puis sans critiquer ce qui est fait par les provinces, quand on s'en va voir, est-ce qu'il y a des avantages à la manière de faire fédérale par un directeur parlementaire du budget? Bien, moi, je pourrais répondre oui à certains égards. Le premier élément qui m'amène à avoir une petite préférence du côté fédéral en matière de façon de faire, c'est au Québec ou en Ontario, mais le jour où ça va arriver au Québec, que le ministère des Finances fait un rapport préélectoral, puis que le vérificateur général dit que les hypothèses ne sont pas plausibles, bien là, on se retrouve, à mon avis, là, on vient de faire dérailler le processus de plus grande transparence des finances publiques, parce que là, on arrive quasiment au chaos. T'sais. Mais ça peut arriver, puisqu'on permet à un de dire que c'est pas plausible, donc ça peut arriver, la mésentente. Donc, dans ce cas-là, je trouve qu'il y a un avantage du côté fédéral, parce que c'est un seul rapport fait par un organisme, et qu'il n'y a pas à demander à l'autre de dire est-ce que c'est plausible. C'est l'organisme en entier qui est indépendant. Mm-hmm. Deuxième élément qui apparaît favorable du côté fédéral, c'est qu'il n'y a pas de confusion qui fait quoi. Au Québec, ce qu'on observe, là, la moitié des gens qui commentent, ils pensent que c'est le rapport du vérificateur général. Or, c'est le rapport du ministère des Finances. Puis le vérificateur général, son rôle est limité à dire est-ce que les hypothèses utilisées sont plausibles. Donc, il n'y aurait pas cette confusion-là dans le cadre du fonctionnement directeur parlementaire du budget. Puis un troisième avantage fédéral, je pense, là, bien, on l'a observé lors des derniers dépôts du rapport préélectoral, c'est peut-être la lisibilité du message. Donc, le ministère des Finances a présenté son rapport. Dans la même conférence de presse, on s'est mis à parler de baisse d'impôts. Du côté du ministre, mais du côté de la période de questions aussi avec les journalistes. Puis là, bien, ça fait un peu confusion des gens. Les gens, ils sont supposés entendre parler du rapport préélectoral. On entend parler de baisse d'impôts. Est-ce que ça veut dire que c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent dans le rapport préélectoral puis on a les moyens? Donc, ça, dans le cadre d'un DPB, je crois qu'il y aurait moins ce genre de confusion-là. Ah, c'est vrai. OK. Bien, merci. Ça répond bien à ma question. Okay. On arrive au cadre financier. Donc, rapport préélectoral, l'assise des cadres financiers. Donc, à quoi ça sert les cadres financiers? Pourquoi c'est utile et comment ça devrait être fait? Je pense que c'est ce que vous allez parler. Donc, je vous laisse aller. Alors, les cadres financiers, rôle et importance. Pour nous, c'est très important, les cadres financiers, là, pour la population, là, pour inciter justement pour les partis politiques présentent quelque chose. Pourquoi c'est si important que ça? Parce qu'on veut inciter les partis, justement, à détailler leur engagement, les engagements qu'ils vont faire, leurs promesses électorales, puis on veut aussi qu'ils quantifient les coûts de ces promesses électorales-là, et ça sur l'ensemble de la période. Donc, on veut les forcer à le faire, donc à mettre des chiffres sur leurs engagements, et aussi à tout simplement à présenter, finalement, l'effet sur le budget, en fait, sur le cadre financier. On veut aussi que ça soit uniformisé au niveau de la présentation, parce que c'est important, parce qu'il faut
faciliter la compréhension de ces cadres financiers-là. Il faut aussi faciliter la comparaison. Si on veut les comparer, si on veut prendre une décision, si on veut que la population soit en mesure de prendre des décisions, bien, il faut quand même avoir la facilité, la compréhension. Donc, on fait ça en facilitant la présentation, d'avoir une uniformisation sur les cadres financiers des différents partis politiques. Il faut aussi partir des mêmes données de base, parce que c'est sûr, si on ne part pas des mêmes données, bien, on a un problème, c'est qu'on a de la difficulté justement à comparer et à faire des comparaisons entre les cadres financiers des partis politiques. Donc, grosso modo, on veut aider la population à juger des conséquences financières, des promesses électorales des partis politiques sur le budget de l'État. Donc, grosso modo, c'est l'objectif des cadres financiers. Donc, donner de l'information au public pour qu'ils puissent prendre leurs décisions, simplement. Et je vous rappelle que les cadres financiers, ça ne sert pas à évaluer la pertinence des promesses. Donc, on ne juge pas les promesses. On veut tout simplement avoir leur impact sur le cadre budgétaire. Donc, on ne juge pas les promesses. Elles peuvent être aussi farfelues qu'elles peuvent être dans les partis politiques, mais il faut qu'elles soient chiffrées. C'est à la population à juger si c'est correct ou pas. Donc, c'est vraiment ça. On milite depuis quand même assez longtemps pour avoir des cadres financiers. On trouve ça très important et on revient à toutes les élections que c'est important d'avoir des cadres financiers semblables pour tout le monde, uniformes. Je vous rappelle que, par exemple, en 2014, le Comité des politiques publiques de l'Association des économistes québécois avait proposé justement un cadre financier commun pour tous les partis politiques. Ça, c'est en 2014. En 2018, on est revenu, donc le Comité des politiques publiques est revenu, appuyé maintenant par la chaire en fiscalité et en finances publiques. On a réitéré encore cette fois-là l'importance d'avoir des cadres financiers similaires pour tous les partis politiques. L'aspect intéressant, c'est qu'en 2018, on a aussi eu la première version du rapport préélectoral. Donc, on pouvait maintenant s'appuyer sur un document de référence. Donc, déjà, on avait une base sur laquelle on pouvait s'appuyer. Et en plus, on a mis en ligne ou publié un simulateur du rapport préélectoral sur le site du ministère des Finances, donc qui peut être utilisé par les partis politiques également pour justement faire des cadres financiers relativement similaires. Et aujourd'hui, encore une fois, bien, on remet encore de nouveau l'importance d'avoir des cadres financiers similaires pour tous les partis politiques. Et je vous dirais que même le Comité des politiques publiques va probablement sortir un communiqué de presse la semaine prochaine, réitérant encore une fois l'importance d'avoir des cadres financiers semblables pour l'ensemble des partis politiques. Donc, on trouve ça très important. De mon côté, je vais vous faire un historique de la publication des cadres financiers. Donc, il faut remonter jusqu'en 2003. C'est les libéraux du Québec qui ont été les premiers à présenter un cadre financier détaillé. Puis là, bien, Yves a parlé d'uniformisation, mais mon long historique va vous servir à montrer qu'il n'y en a peut-être pas encore d'uniformisation, mais qu'on va y tendre. Donc, je fais des détours par le passé pour montrer vers où on doit aller. Puis, c'est une analyse critique là, que je veux faire dans la manière de présenter les cadres financiers, mais ce n'est pas une analyse critique des partis politiques ni de la pertinence de leurs promesses. Yves l'a déjà dit, mais je veux le répéter encore. Donc, il faut comprendre ça. On ne s'attarde pas à la pertinence des promesses, mais à la structure de présenter le fameux cadre financier et ce qui est préférable de mettre à l'intérieur du cadre et ce qui est préférable de s'abstenir de mettre à l'intérieur d'un cadre financier. Donc, les libéraux, 2003, premiers à présenter un cadre financier détaillé, une bonne estimation sur 5 ans. Pour un premier exercice, là, on le faisait sur 5 ans, on montrait d'où provenait la marge de manœuvre, puis comment on finançait certaines mesures spécifiques. Donc, on ne rentre pas dans les chiffres, ce n'est pas important, mais c'est pour vous montrer que c'était un cadre sur 5 ans. C'est ça qui était novateur. Et ce cadre financier-là avait reçu l'approbation d'experts. Et donc, on nommait les noms qui, ces gens-là disaient, bien, c'est un cadre financier qui apparaît plausible là, ou réaliste. Là, c'est le mot qui avait été utilisé. Bon, là, on a une question. Est-ce que ces cadres financiers-là doivent obtenir l'approbation d'experts? Moi, je trouve que la question est discutable. Je suis ni pour ni contre. J'en ai moi-même jamais signé ou approuvé. Ça donne un sentiment de sécurité au cadre financier qui est produit, mais ça dépend du degré d'implication des experts. Donc, des fois, les experts ont quand même peu de temps pour observer le cadre financier. Moi, j'ai entendu des histoires où la personne recevait ça à 23 h le soir, puis le lendemain matin, c'était publié. Fait que tu n'as pas grand temps pour changer quelque chose dans le cadre financier, mais ton nom apparaît, donc... Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire? Si c'est bien fait, c'est peut-être pas aussi nécessaire
qu'on le pense. Mais bon, puis là, je ne reviendrai pas à chacun des cadres financiers où il y a eu des experts qui l'ont signé. Il y en a eu plusieurs aller jusqu'à tout récemment. Donc, ce n'est pas l'objectif, là, à chaque fois, de critiquer ça. Mais ici, on revient aussi sur comment les gens ont réagi à la publication d'un cadre financier aux élections de 2003. Il y a quand même eu une forte réaction. Vous voyez, là, j'ai repris un peu des copies qu'il y avait dans les médias, là. Ça ne se faisait pas avant, mais maintenant que c'est fait, plusieurs critiquaient la manière ou les lacunes qu'on pouvait observer dans la publication d'un cadre financier. Puis il y en a certains quand même qui faisaient ressortir l'exercice est pertinent. Donc, entre la pertinence de l'exercice puis le critique de détails dans la manière de le faire, on était un peu entre les deux. C'est un premier cadre financier. Qu'est-ce que ça l'a fait ou qu'est-ce qu'on doit avoir comme bilan? Bien, premièrement, donc, c'est critiqué, mais deuxièmement, ça l'a forcé, entre guillemets, un autre parti à le faire. Aux élections de 2003, il y avait le Parti québécois qui était le gouvernement sortant, donc lui, il avait le budget. Encore une fois, la ministre des Finances, Mme Marois, avait présenté un budget. Le lendemain, on s'en va en élection. C'est son budget qui devient le cadre budgétaire. Mais là, à l'époque, souvenez-vous, il y avait l'ADQ, qui était un tiers parti. Si le principal parti d'opposition présente un cadre budgétaire, tous les journalistes se tournaient, mais pourquoi vous en publiez pas? Donc, ils n'ont pas eu le choix d'en faire un. Donc, ça les a forcés à produire. Donc, c'est là qu'on voit l'émergence de l'idée de produire des cadres financiers. Cela dit, l'exercice a quand même peut-être été un peu douloureux parce que lorsqu'on arrive aux élections de 2007, au début des élections, il n'y a pas de marge de manœuvre. C'est clair, on le voit qu'il n'y a pas de marge de manœuvre. Et donc, il n'y a aucun des partis politiques qui présente un vrai cadre budgétaire dans ce cadre-là des élections de 2007. Il présente une liste, je donne à droite un exemple, il présente une liste des promesses et il chiffre les promesses, mais il ne se prononce pas sur les perspectives économiques, il ne se prononce pas sur l'évolution des recettes et dépenses budgétaires, il ne vous montre pas comment leur mesure chiffrée va s'intégrer à l'intérieur du cadre budgétaire. Bon. Il faut dire que cette campagne-là, c'était quand même faite aussi un peu vite. Le fédéral avait présenté un budget, il avait donné des transferts fédéraux en plus aux provinces. Et là, le Québec s'est retrouvé, il y en a eu des baisses d'impôts qui ont été financées par ça, mais il n'y avait pas de cadre financier. Fait qu'on s'en va aux élections de 2012 pour vous montrer un peu l'évolution. Puis en 2012, les trois partis que je vous présente ici ont présenté leur engagement pour une année seulement. Québec solidaire pour l'année en cours, Parti libéral pour l'année 5, Parti québécois à terme. Donc, vous voyez qu'on n'est pas encore pleinement uniformisé, on ne présente pas les 5 ans. Sauf le parti de la CAQ qui, lui, présente un cadre financier sur 5 ans. Encore une fois, là, comme je vous dis, je critique la manière dont c'est fait, mais pas nécessairement la pertinence de faire les promesses. Mais un seul parti avait présenté un cadre financier sur 5 ans. Vous pouvez voir les tableaux. Là, encore une fois, je ne rentre pas dans les détails. Mais là, ce qu'on peut observer, c'est il y a eu un cadre financier qui était assez clair avec l'évolution des données les plus connues. Mais par contre, il y avait des hypothèses additionnelles qu'on peut peut-être critiquer, dont l'idée de faire croître les revenus autonomes plus rapidement parce que, pour une raison X ou Y, Z. Donc, eux, ils ont joué sur une croissance des revenus supérieure à ce qu'on avait pu observer dans le budget du gouvernement qui avait été présenté avant le déclenchement. Il y avait dans les prévisions plus récentes. Là, les prévisions les plus récentes, puis les prévisions faites par le gouvernement dans le cadre de l'exercice budgétaire. Donc ça montre quand même une évolution. Là, je ne vous ai pas présenté pour 2014, j'aurais pu le faire, mais grosso modo, on arrive au même constat où il n'y a pas encore d'uniformité entre les partis politiques. Mais je m'arrête sur 2014, qui n'est pas là, pour vous en parler quand même de manière anecdotique sur 2014. C'est au lendemain des élections de 2014... j'ai reçu un appel d'une personne qui était en charge du comité de transition. Donc, vous vous rappelez, le Parti québécois a perdu les élections en avril. Puis là, le Parti libéral a gagné. Et au lendemain des élections, il y a un appel, je reçois un appel, quelqu'un qui est membre du comité de transition qui dit « On aimerait ça qu'il y ait des experts qui viennent faire un rapport sur l'état des finances publiques. » Là, on est au lendemain des élections, là. Et bon, et là, il faut accepter ou pas accepter. Donc, j'accepte. Mais je mets une condition, je dis, ça va être la dernière fois qu'il va y avoir un rapport préélectoral après le déclenchement des élections, un rapport sur l'état des finances publiques après les élections, puisqu'il devrait y avoir un rapport préélectoral qui soit fait avant le déclenchement des élections. Puis ça a été la première recommandation qu'on a mis dans
le rapport d'experts pour dire l'état des finances publiques, pour dire à l'avenir, il faudrait qu'il y ait un rapport préélectoral qui soit fait. Et il a été mis en place pour les élections de 2018. Ce qui m'amène à parler des cadres financiers pour 2018. Donc, les dernières élections ou les premières avec un rapport préélectoral, on pourrait s'attendre à ce que ça soit mieux, puisque maintenant, comme Yves l'a dit, tout le monde peut partir d'un socle commun. Eh bien non. Tout le monde n'a pas parti d'un socle commun. Là, je vous présente ici Québec solidaire, qui, encore une fois, comme les années précédentes, a présenté un cadre financier sur une seule année. Le Parti libéral, qui était le gouvernement sortant, a présenté un cadre sur 5 ans. Mais il a dit, nous, on va avoir plus de croissance économique que dans le rapport préélectoral que le ministère des Finances a signé il y a quelques jours à peine. Donc ça, c'est un peu paradoxal. La CAQ a aussi misé sur une croissance économique plus forte pour les 2 dernières années. Le Parti conservateur a intégré des propositions, beaucoup de baisses d'impôts, et il a aussi intégré le fait qu'il y aurait plus de croissance économique. Et finalement, le Parti québécois, c'est pour ça qu'on a mis leur rapport là, c'est peut-être ceux qui ont suivi le plus en 2018 le souhait du Comité des politiques publiques de présenter un cadre sur 5 ans, incluant tous les effets, mais en prenant les hypothèses économiques qu'on observait, donc celles du rapport préélectoral. Bon. Pourquoi on critique l'idée de dire notre parti va créer plus de croissance économique que dans le rapport préélectoral? Bon, c'est peut-être un petit peu présomptueux d'abord, là, c'est ça. Et je vous donne juste ici un exemple là, de la dernière couverture médiatique aux élections de 2018. C'était pas arrangeant que les gars des vues, Yves et moi, on ne s'était pas parlé. Puis ça a tombé que cet article-là de la presse est sorti la journée où il y avait un débat des chefs à Radio-Canada. Et là, ça sort le matin, puis ça dit « Des économistes critiquent les cadres financiers », puis essentiellement, ça porte sur l'idée qu'on critique le fait qu'ils ont mis plus de croissance économique dans leur cadre financier. Vous comprendrez que quand on décide de mettre plus de croissance économique, c'est que ça donne aussi plus de revenus budgétaires, puis ça favorise l'équilibre budgétaire ou la pluie de promesses qui va être financée par cet argent additionnel-là. Donc, au début de l'article, je fais une critique, fin de l'article, il fait une critique, et évidemment, ça n'a pas été bien accueilli, surtout par les gens qui étaient là, puis ils disaient on s'en va au débat des chefs. Mais bon, tout ça pour dire qu'on n'a pas l'intention nécessairement de sortir, mais voyez-nous comme des garde-fous si jamais vous faites ce genre de changement-là dans les cadres financiers. Mais comme Yves le dit, on devrait prendre ça pour acquis. Bon, c'est à mon tour, j'imagine. Alors, oui. si je résume, grosso modo, c'est quoi les constats et les enjeux, finalement, de toute cette historique-là que Luc vient de nous parler. Je pense qu'il y a 3 éléments que je pense qu'on peut ressortir relativement facilement. Puis je pense qu'il est important de les ressortir, c'est qu'on voit qu'il y a vraiment différentes présentations qui sont utilisées pour les engagements. Des fois, on fait une liste des engagements. Parfois, ils ne sont pas chiffrés, c'est juste une liste. Des fois, ils sont chiffrés, mais ils ne sont pas vraiment intégrés dans les cadres financiers. Donc, il y a vraiment des problèmes de ce côté-là. La répartition aussi des engagements dans le temps. Donc, on a vu qu'à travers le temps, des fois, on avait juste sur une année. Des fois, on avait sur un mandat. Des fois, on avait sur la période de 5 ans. Des fois, on avait juste la dernière année. Donc, ce n'était pas uniforme. Donc, il y avait un problème, effectivement, au niveau de la répartition des engagements dans le temps au niveau des partis politiques. Et on constate effectivement qu'il y avait vraiment un manque d'uniformité dans les cadres financiers qui sont présentés. On n'avait pas toujours le même point de départ, on n'avait pas toujours le même point d'arrivée, on n'avait pas toujours des répercussions, par exemple, sur la dette. Donc, c'est des éléments qui manquaient beaucoup dans les cadres financiers dans les élections précédentes. Donc, ça amenait aussi des comparaisons qui étaient difficiles aussi entre les cadres financiers entre les partis politiques, étant donné qu'il n'y avait pas d'uniformité au niveau de la présentation, de la façon dont les engagements étaient insérés dans les cadres financiers, etc. Donc, ça causait certains problèmes. Par contre, je pense que c'est important de regarder un peu ce qui s'est fait en 2018, qui était quand même pas mal mieux que les années précédentes. Vraiment, on avait fait un grand pas au niveau de la présentation des cadres financiers par les partis politiques. Par contre, on avait encore un besoin d'uniformisation. On n'avait pas toujours une information qui était présentée annuellement sur l'ensemble de l'horizon temporel de 5 ans. Donc, on n'avait pas nécessairement ça pour tous les partis. Des fois, c'était difficile de voir les effets des engagements sur la dette, sur le fonds des générations, sur la réserve de stabilisation. Donc, on n'avait pas toute cette information-là, qui est quand même importante là, pour la population, pour savoir qu'est-ce qui arrive avec ces éléments-là. Puis, on avait des fois la difficulté à voir c'était quoi les changements par rapport au rapport préélectoral, par rapport aux changements dans les cadres financiers présentés par les partis par rapport au rapport préélectoral. Donc, c'était difficile d'avoir cette information-là.
Alors, je pense que c'est important de... Bon, on a parlé du passé, on a parlé de l'historique, mais là, on est en 2022, il y a des élections qui s'en viennent. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi qu'on veut comme présentation des cadres financiers par les partis politiques? Alors, on a mis des balises. Puis, sincèrement, je pense qu'on va tenir à ce qu'ils soient respectés. Puis, je pense qu'on va être des défenseurs, finalement, de ces balises-là au cours des prochaines semaines. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on demande aux partis de faire? Donc, c'est quoi les exigences, en fait? On demande aux partis politiques de partir des données du cadre financier du rapport préélectoral. C'est la référence, c'est la base. Tout le monde doit partir de ça. Utiliser le simulateur du ministère des Finances pour présenter le cadre financier. C'est le fun. On a déjà un cadre financier qui est déjà sur le site du ministère, qui est déjà là. C'est un fichier Excel, facile à utiliser. On aurait une présentation qui serait similaire pour tout le monde. On a toute la même présentation, ça serait le fun. Donc, utiliser ce simulateur-là, ça serait important. Évidemment, ne pas modifier les prévisions économiques et financières pour qu'on ait tous le même point de départ. Sinon, on n'arrivera pas à comparer les partis politiques, les cadres financiers des partis politiques. Donc, élément extrêmement important. Présenter les effets des engagements sur la dette et le service de la dette. Par exemple, si vous augmentez les investissements dans le plan québécois des infrastructures, bien, ça devrait se refléter sur la dette et sur le service de la dette. Dans le simulateur du ministère des Finances, on a ces choix-là, ces éléments-là. Donc, il faut les présenter. Présenter l'évolution de la réserve de stabilisation, présenter les changements au fonds des générations s'il y a lieu. S'il n'y a pas de changement, on n'en présente pas, évidemment. Et comparer, arriver à des rapports ou une présentation qui nous permet de comparer les résultats du cadre financier par rapport à ceux du rapport préélectoral, ce qu'on a aussi dans le simulateur du ministère des Finances. Donc, grosso modo, ce sont les balises. C'est ce qu'on demande aux partis politiques pour la présentation de leur cadre financier pour cette élection-ci. Donc, les éléments sont là, sont clairs. Donc, je demande aux partis de prendre une photo de ça et puis de... Et la présentation va être disponible. Et la présentation va être disponible, c'est parfait. Donc, on aura toute l'information disponible. Donc, on a parlé du rapport préélectoral, des cadres financiers, de l'importance que ça a. Là, on passe à la partie pratico-pratique. Donc, comment faire? Je pense qu'au lendemain du rapport préélectoral, Luc, tu publiais une lettre dans les journaux disant « Maintenant, les partis ont tout en main pour faire le travail comme il faut. Ils ont maintenant des balises très claires. On présente maintenant les outils. Donc, je vous laisse aller avec les outils qui sont disponibles pour les partis. » Parfait. Bien, essentiellement, il y a deux outils. Naturellement, on va y présenter un à la fois. Je vais commencer par le premier. Donc, le simulateur fiscal qui se trouve sur le site de la chaire en fiscalité et en finances publiques. Donc, l'adresse est là. L'objectif, c'est de permettre aux gens de simuler des modifications dans les principaux paramètres fiscaux. Donc, ça peut être des paramètres de l'impôt, ça peut être des paramètres, je vais vous les montrer, là, de certaines mesures fiscales. Et ça nous permet de voir ces effets-là sur, d'abord, comment ça coûte, deux, quel est l'effet sur le revenu disponible des ménages et quel est l'effet sur les cadres financiers du gouvernement. Donc, je vous présente ça assez rapidement pour vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire dans le simulateur. On peut modifier donc plein de choses à l'impôt sur le revenu. On peut jouer sur les taux, les tranches, le montant personnel de base avant de commencer à payer de l'impôt. On peut même changer le taux de la portion du gain capital qui est imposable et qui ne l'est pas. Donc ça, on va y revenir un petit peu plus loin, plus en détail. Je vais faire des exemples. On peut aussi jouer sur les principales prestations ou les principaux crédits d'impôt qui existent. Vous en avez quelques-uns de nommés ici. On va y revenir, mais c'est ce genre de truc qui peut être fait. Puis on peut même jouer sur d'autres types d'impôts, que ce soit la TVQ ou la taxe sur le carburant. Bon. Puis, je ne l'ai pas dit, mais on peut jouer à la hausse ou à la baisse. Là. On ne peut pas jouer juste d'un sens. On peut jouer comme on veut dans nos modifications. Fait que je vous donne ici un premier exemple avec le barème d'imposition sur le revenu. Donc, vous pouvez modifier les taux existants. Il y a 4 taux dans le barème d'imposition de l'impôt sur le revenu au Québec, du gouvernement du Québec. Vous pouvez les baisser, vous pouvez les majorer, puis je vous ai même dit, vous pouvez faire durer les tranches plus longtemps. Regarde. Donc, nous, il n'y a pas d'a priori, mais je vous donne des exemples dans ce sens-là. Ce que ça va donner, ça, si vous faites un changement, ça va vous dire combien ça va coûter. Là, on a 3 définitions de coût. On a le coût direct, c'est le coût qui se représente, qui devrait être chiffré dans le budget. On a le coût indirect. Le coût indirect, c'est quand vous baissez l'impôt sur le revenu, par exemple, les gens ont plus d'argent dans leur poche, ils peuvent consommer davantage. L'effet indirect, ça serait plus de taxes à la consommation. Et en fait, l'effet comportemental, c'est lorsqu'on pense que par notre changement à l'impôt sur le revenu,
les gens ayant plus d'argent dans leur poche, le travail pourrait être plus attrayant et là, les gens pourraient décider de travailler plus. C'est l'effet comportemental qui est beaucoup moindre, là, mais vous voyez qu'on mesure les 3 effets comme ça. Donc, je vous fais un changement ici. Pour que ça reste simple, j'ai dit, on baisse le premier taux du barème d'imposition de 15 à 14. Là, ce qu'on voit dans le carré, premièrement, l'effet direct, c'est 1,1085 millions, c'est l'effet direct où on vient réduire les recettes consolidées du gouvernement de 0,65 % du total des recettes consolidées. Donc, on renonce à ça. C'est un exemple. Et là, qu'est-ce qui se passe après ça? Bien, on peut aller voir dans le simulateur, il y a 2 autres onglets qui nous disent quel est l'effet sur les ménages et quel est l'effet sur les cadres financiers. Donc, allons voir qu'est-ce qui se passe du côté des effets sur les ménages. Donc, une baisse toujours d'1 point du premier taux du barème. Là, vous voyez ici, pour une personne seule, ce 1,1 milliard-là se répercute de quelle manière? Puis on voit que, dans le fond, tous ceux qui bénéficient, qui payent pleinement le premier taux, ils ont une économie maximale de 300 $. Tous ceux qui sont imposables ont une baisse d'impôt. C'est ça que ça nous permet de voir. À gauche, vous voyez, je l'ai fait pour une personne seule, mais je pourrais aller cliquer, puis on pourrait aller voir la baisse d'impôt pour une famille monoparentale, pour un couple sans enfants ou pour un couple avec enfants. Donc ça, c'est important de voir aussi qu'on peut faire ce genre de changement-là. Et donc, on peut revenir par la suite au simulateur. On peut dire, qu'est-ce qu'on pourrait simuler d'autre? Ici, on a même mis dans le barème pour qu'il y ait plus de souplesse. Il y a 4 taux dans le barème. Il y en a qui pourraient vouloir en créer un 5e pour les gens à revenus plus élevés. Donc, vous voyez, on a créé ici la possibilité de mettre un 5e taux pour les gens qui gagnent entre 150 et 300 000 $. Donc, vous choisissez à quel moment le 5e taux arrive, puis vous choisissez le taux entre 26 et 50, aller jusqu'à 33 %. Je vous rappelle que le Québec, là, ça s'ajoute à l'imposition du fédéral. C'est pour ça que vous allez dire que les taux sont bas, mais au total, on est déjà à 53 avec le gouvernement fédéral. Mais là, on a une possibilité d'augmenter quand même là, de pratiquement 7 points de pourcentage le dernier taux. Donc, c'est important. Puis un autre exemple ici, comme je vous l'avais dit, bien, le taux d'inclusion du gain en capital. Actuellement, si vous faites un gain en capital de 1 $, c'est seulement 50 sous qui rentrent comme revenu dans votre déclaration d'impôt qui va être sujet à l'imposition. Donc là, on vous dit, bien, est-ce que vous voulez baisser le taux d'inclusion, l'augmenter? C'est ce que le simulateur permet de faire. Je vous disais tantôt, on peut jouer autour de l'impôt sur le revenu, mais on peut jouer aussi dans les prestations et les crédits. Donc, on peut jouer dans l'allocation famille, être plus généreux, moins généreux, le crédit soutien aux aînés, crédit solidarité, prime au travail, les mesures pour le coût de la vie. On peut jouer dans les paramètres de manière à être plus généreux envers les ménages ou moins généreux. Donc, ça, c'est possible de faire. Puis, on le dit, comme je l'ai dit, on pourra même jouer dans une hausse ou une baisse de la TVQ, une hausse ou une baisse des taxes sur l'essence. Donc, moi, je vous dis, c'est en ligne, amusez-vous, ou c'est un outil additionnel pour les partis politiques pour chiffrer les changements qu'ils veulent faire et, par la suite, bien évidemment, intégrer ça dans ce que Yves parlait, donc le simulateur de finances publiques. Alors, le simulateur du rapport électoral qui est disponible sur le site du ministère des Finances. Vous avez l'adresse Internet ici, mais c'est facile à trouver sur leur site. Alors, on a un beau simulateur qui est dans le fichier Excel, facile d'utilisation pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il nous permet de faire? Il nous permet de simuler sur les cadres financiers les engagements des partis politiques, et ça, on les simule sur 5 ans. Les engagements au niveau des revenus, au niveau des dépenses, au niveau des provisions pour éventualité, donc les provisions pour la pandémie, l'économie, donc on peut les changer si on veut. Il faut les justifier, par exemple, mais on peut quand même l'option de les changer. Les versements qui sont faits au Fonds des générations, on peut travailler sur le plan québécois des infrastructures qui vont nous donner des effets sur la dette. Donc, tout ça, c'est intégré. On a ça directement. D'autres éléments aussi qui affectent la dette, les placements, les avances, les prêts, etc. Et on a même le choix du taux d'intérêt qu'on devra payer sur la nouvelle dette qui sera créée, non pas sur la dette actuelle, mais sur la nouvelle dette qui sera créée si jamais on fait des déficits supplémentaires. Je vous présente ça rapidement à l'aspect visuel un peu. En fait, il y a 3 étapes dans ce simulateur-là. Il y a une première étape où vous pouvez mettre justement
vos engagements, les engagements affectant les revenus. Donc, on le voit au début, engagements affectant les revenus. Donc, pour chacune des années, vous pouvez mettre des montants pour les engagements. Vous pouvez décrire vos engagements, etc. Donc, tout est là. Vous pouvez tout faire ça. Vous pouvez le faire pour les dépenses, comme je disais tantôt. Vous pouvez le faire pour la provision. Vous pouvez le faire pour les versements consacrés. Et au Fonds des générations, le plan québécois des infrastructures et d'autres éléments. Et vous avez un beau tableau qui vous donne le total de vos engagements sur l'ensemble de la période distribué par année comme telle. Donc, on a un beau tableau qui apparaît avec vos engagements. Une deuxième étape, parce que, évidemment, si vous faites, par exemple, un déficit supplémentaire, bien, vous allez avoir un service de la dette supérieur. Donc, vous devez emprunter et vous avez le choix du taux d'intérêt que vous allez appliquer sur la nouvelle dette. Donc, si vous faites un déficit supérieur, donc vous avez une dette supérieure, donc vous allez pouvoir emprunter, mais à un taux, vous pouvez choisir le taux. 4,5 qui est déjà dans le fichier que vous pouvez modifier. C'est grosso modo le taux moyen actuel payé sur le service de la dette du gouvernement du Québec. Mais pour la nouvelle dette, peut-être que ça pourrait être différent. C'est aux partis politiques de le faire. Donc, vous avez aussi, à la fin, le service de la dette simulé qui va s'intégrer directement dans les dépenses par la suite. Élément important, c'est que dans vos engagements, vous pouvez le faire par catégorie de revenus, par exemple, pour les engagements sur les revenus. Donc, vous pouvez faire des engagements sur l'impôt des particuliers, sur la cotisation de services santé, impôt des sociétés, impôt foncier, etc. Donc, vous avez le choix de la catégorie de revenus et vous avez aussi un choix dans la catégorie de dépenses. Donc, ça peut être santé, services sociaux, éducation, enseignement supérieur. Donc, vous avez vraiment un choix au niveau de vos engagements, de vraiment les classifier. Ce qui va vous permettre, après ça, après les 3 étapes complétées, d'avoir les résultats de la simulation. Et les résultats, je vous les présente pas en tableau, mais juste en disant, parce que ça pourrait être trop long en tableau. Donc, vous avez un cadre financier de 21 à 22 jusqu'à 26-27, complet. Vous avez l'évolution de la réserve de stabilisation. Vous avez l'évolution de la dette brute du gouvernement au 31 mars de chacune des années. Vous avez la dette brute, dette représentant un déficit cumulé au 31 mars de chacune des années du cadre financier, et vous avez des résultats comparés du rapport préélectoral et de votre cadre financier de 2021 jusqu'en 2026. Et je vous présente très rapidement un tableau qui est un output, je dirais, là, une sortie finalement du simulateur qui touche seulement que les revenus. Donc, après avoir mis vos engagements, vous allez avoir un beau tableau qui va sortir votre cadre financier pour les revenus simulés. Vous allez avoir la même chose pour les dépenses et vous allez avoir l'équilibre budgétaire, en fait, tous les postes qui vont suivre par la suite. Donc, c'est vraiment des genres de tableaux qui apparaissent au niveau de la simulation comme telle. Et voilà pour une présentation générale du rapport, du simulateur du rapport préélectoral. Là, on va passer une partie, c'est bien correct, c'est parfait. Donc, on passe maintenant à une partie encore plus pratique, c'est-à-dire un exemple concret. On est donc un parti électoral. Vous allez voir sur l'image, donc, le parti pris qui fait des promesses fiscales, qui sont des cadeaux. Hein, c'est pour ça que vous allez voir des ballons dans l'image. Mais avant, j'ai une petite question pour toi, Yves. Rapport préélectoral en 2018, il y en avait un. Le simulateur, il était là aussi. Donc, c'est pas cette absence qui expliquait le manque d'uniformité. Mais y a-t-il des améliorations dans ce simulateur-là qui pourraient nous faire penser que ça pourrait être un peu plus utilisé? Bien, sincèrement, il y a eu de nettes améliorations dans le simulateur actuel, comparativement à 2018, qui était beaucoup plus simplifié. Donc, il y avait moins de liens entre les impacts. Maintenant, celui de cette année, il est vraiment très bien... il n'est pas parfait. Il y a des éléments qui manquent encore un peu, mais il est vraiment pas mal complet. Donc, il peut être intéressant. Est-ce que ça va inciter davantage les participants? On le souhaite. Mais c'est un outil qui est bien fait, donc normalement, il pourrait être utilisé. Exactement, il pourrait être utilisé, puis il est quand même facile à utiliser. Donc, je pense que c'est un peu comme le reste. À force de présenter année après année qu'on veut ça, peut-être qu'ils vont finir par prendre l'habitude. OK. Donc, je vous laisse aller avec des promesses du parti pris. Donc, évidemment, je ne réexpliquerai pas du simulateur fiscal, mais vous comprenez que la première promesse du parti pris qu'on a supposé, c'est augmenter le montant personnel de base. Donc, au Québec, le premier 16 143 $ que vous gagnez se trouve à ne pas être imposé par l'application du montant personnel de base. On décide de l'augmenter, donc, de 2 000 $ additionnels, si bien que maintenant, le montant personnel de base est rendu à 18 143 $. On voit que ce petit changement dans la fiscalité coûte 1,4 milliard de dollars. Ouais. Et donc, ça fait quand même
des changements importants. Et là, on va aller voir, on ne l'a pas montré tout à l'heure, mais on va aller montrer les répercussions sur le cadre financier des partis politiques. Le coût de 1,4 milliard, c'est pour la première année, mais au fil des années, combien tout ça évolue? Et là, ce qu'on vous montre, donc dans le simulateur, quand on clique sur les répercussions sur le cadre financier, vous voyez que pour les 5 prochaines années, vous avez le manque à gagner, 1,4 milliard, presque 1,5, 1,5, 1,6, 1,6. Donc, vous voyez que ça évolue dans le temps, la majoration du montant personnel de base. Puis si vous aviez fait des changements dans l'allocation famille, vous le trouveriez également dans le tableau. Donc, c'est facile d'intégrer tout ça à l'intérieur du cadre financier proposé par Yves. Et voilà, on intègre maintenant les éléments du simulateur fiscal dans le simulateur du rapport préélectoral. Donc, on a vu qu'une exemption de base, donc la première ligne, en fait, engagement affectant les revenus, on a le montant personnel de base qui est haussé de 2 000 $ et on a les répercussions sur les revenus qu'on voit année après année, qu'on vient de tirer justement du simulateur fiscal. Donc, c'est ça, c'est intéressant de joindre les deux, notamment en fonction des revenus. Et j'ai rajouté dans les dépenses un projet X, qui peut être n'importe quoi, mais qui coûterait 500 millions par année sur chacune des années du cadre financier comme tel. Donc, j'aurais pu aussi changer la provision. Je n'ai pas touché les versements consacrés au Fonds de génération, etc. Il y a la possibilité, mais je n'ai pris que ces deux exemples-là. Alors, j'ai un total des engagements. Le tableau me donne mon total des engagements. Par exemple, pour 2022-2023, j'ai 1,896 millions d'engagements au niveau de mon parti politique, au niveau de mon cadre financier. Donc, c'est une première étape, comme je vous montrais tantôt, donc dépenses, revenus, etc. Donc, on peut insérer ça. Et on peut les catégoriser aussi dans chacun des catégories de revenus et de dépenses. La deuxième étape, c'est évidemment, comme j'ai des engagements de plus d'1 milliard, presque 2 milliards, je vais augmenter mon déficit, donc je vais augmenter automatiquement ma dette. Donc, dans le deuxième tableau, je vois que ma dette comme ma dette va augmenter, je dois la financer. Alors, j'ai un nouveau service de la dette qui est simulé avec cette augmentation de la dette. Donc, je vois qu'année après année, le service de la dette va augmenter parce que les déficits sont plus élevés année après année. Donc, en 2026-27, j'aurai un service de la dette qui va être 468 millions de plus que ce qu'on avait dans le rapport préélectoral. Donc, ça, c'est la deuxième étape du simulateur. Je reprends finalement le service de la dette que j'avais tantôt, qui vient d'augmenter, et je continue mon cadre budgétaire, mon cadre financier. Donc, j'ai les dépenses liées qui viennent du rapport préélectoral, etc. Je descends jusqu'à mon solde budgétaire. Donc, mon nouveau solde budgétaire, incluant mon nouveau service de la dette, va être en 2022-23, de 2,7 milliards de dollars, alors que j'avais dans le rapport préélectoral 729 millions de dollars. Donc, je vois que j'ai un solde budgétaire nettement plus élevé que ce que j'avais avant. Donc, il va se répercuter aussi sur la dette. Et je vais passer une diapo pour y revenir par la suite, parce que dans notre simulateur préélectoral, on a aussi un tableau qui va vous présenter les résultats simulation comparée entre le rapport préélectoral et votre cadre financier. Donc ici, c'est juste les écarts. C'est les écarts uniquement. Donc, j'ai, par exemple, 2022-23, que je prends l'exemple, 1,396 milliard de revenus en moins à cause de l'exemption. J'ai des dépenses supplémentaires de 585 millions qui viennent essentiellement de mon 500 millions de mon projet et de 85 millions de mon service de la dette, ce qui me donne un écart, une différence avec mon rapport préélectoral de 1,981 milliard de dollars de différence entre les deux. Donc, évidemment, c'est ce qui va s'ajouter à la dette. Je reviens à mon tableau précédent parce que vous avez aussi deux tableaux qui vont sortir au niveau du simulateur. Donc, vous voyez que la dette augmente. La dette brute du gouvernement va augmenter en 2022-2023 de 1,981 milliard. C'est l'équivalent de mon augmentation de mon solde budgétaire, de mon déficit. Et la même chose pour la dette représentant les déficits cumulés du gouvernement au 31 mars. On voit aussi qu'il a augmenté de 1,981 milliard. Et vous pouvez comparer la dette du rapport préélectoral et la dette concernant votre cadre financier après vos engagements, quelle va être. Donc, on peut voir la différence entre les deux. Donc, grosso modo, c'est un exemple qu'on voulait vous montrer. Il y a d'autres tableaux qui pourraient être présentés, assez détaillés. C'est vraiment intéressant. Donc, je vous incite, en fait, j'incite les partis politiques à utiliser ce simulateur-là qui vous donne quand même des informations très intéressantes. Alors c'est tout pour moi. Bien, merci beaucoup, Yves. Merci, Luc aussi. On va être rendu à la période de questions.
qu'est-ce que je retiens, moi, de votre présentation? Je pense que vos propos étaient quand même très clairs, là, puis on a répété certaines fois les éléments les plus importants, mais j'y vais encore. Donc, les choix de la population, on veut qu'ils se fassent avec une idée des impacts fiscaux de ce qui est promis. C'est important. C'est donc important que ça se reflète dans les cadres financiers, que ça se fasse dans des cadres financiers qui sont comparables. Et il y a moyen que ça soit comparable parce qu'il y a des outils qui ont été mis à la disposition des partis. Ça devrait faciliter leur travail, ça devrait permettre justement qu'on ait quelque chose sur lequel on puisse se prononcer. Grosso modo, c'est vraiment le plus important. Est-ce qu'essentiellement, c'est ça la conclusion? Voulez-vous ajouter quelque chose ou ça fait à peu près le tour par rapport au plus important? Bien, tu as très bien résumé. Dans le fond, il y a un rapport préélectoral maintenant qui est fait. Il y a 2 outils de simulation. Les partis politiques, ce que je leur dirais, c'est pas d'excuses. Vous n'avez pas d'excuses pour faire le cadre financier. Tout est là. Bien, on est rendu à la période de questions. On est vraiment un très bon... Comment j'ai dit? Timing. J'ai dit un timing. Je cherchais le mot français pour ça. Donc, on respecte le temps tout à fait. Donc, on a du temps pour les questions. Allez-y, posez vos questions. Moi, j'en ai quand même une première. Puis c'est sûr que dans les travaux qu'on a fait à la chaire sur la loi sur l'équilibre budgétaire, Luc, tu en as parlé, Yves aussi, loi sur la réduction de la dette, c'est pas directement le cadre financier, mais par l'entremise du cadre financier, les partis doivent un peu montrer ce qu'ils ont en tête par rapport à ça. On en a une loi sur l'équilibre budgétaire. La dernière année du cadre financier de 5 ans, c'est 2026. Les cibles dans la loi sur la dette, c'est 2026. Fait qu'éventuellement, il faut qu'il y ait quelque chose par rapport à ça. Tout à fait. Oui, ça. il faut absolument qu'il y ait quelque chose. Les partis doivent se prononcer. Je rappelle, moi, la loi sur l'équilibre budgétaire, je l'ai dit tout à l'heure, mais ça a été voté à l'unanimité par l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale. Certains pourraient dire « Ah, mais ça fait longtemps, c'est en 1996. » Mais il n'y a personne qui a renoncé depuis. Donc, un parti politique qui dirait « Moi, je veux faire des déficits, je veux prendre l'argent du Fonds des générations pour faire X, Y, Z », il va devoir expliquer ses choix. Il va devoir dire qu'il va devoir changer des lois à l'Assemblée nationale pour pouvoir présenter un cadre financier qui ne tiendrait pas compte de l'équilibre budgétaire au sens de la loi sur l'équilibre budgétaire et des versements prévus au sens de la loi sur le Fonds des générations. Je n'ai vraiment rien à rajouter là-dessus. Je pense qu'effectivement, les partis auront l'obligation de se prononcer justement sur ce qu'ils vont faire avec la loi sur l'équilibre budgétaire puis la loi sur la réduction de la dette et ainsi sur le Fonds des générations. Et même sur le Fonds des générations, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Je pense qu'il y a une obligation là, de donner des réponses à la population. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces lois-là? Puis même si on voudrait aller juste encore un peu plus loin, les cibles d'endettement dans la loi sur le remboursement de la dette et portant création du Fonds des générations sont pour 26, mais ils sont presque déjà atteints. Oui, donc, c'est ça. Quelles seront les nouvelles cibles? Y aura-t-il des nouvelles cibles? Est-ce que la définition changerait? Donc, toutes les précisions. Le ministre des Finances s'est déjà engagé que dans le prochain budget, il y aurait ces précisions-là. Mais là, on est en élection, puis il y a 4-5 partis qui devront le dire, eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire comme changement. Ah, merci beaucoup. Une question cette fois-là, on a insisté sur le fait, vous avez insisté les deux sur le fait qu'il y a des prévisions dans le rapport préélectoral, on doit partir de là. Mais c'est aussi début juillet, la date de fin, c'était ça, Yves, que tu as dit. Si d'ici là, depuis ce temps-là, il pourrait y en avoir d'ici ce que les partis politiques présentent leur cadre financier, il y a un choc économique, il y a un événement majeur. Mais est-ce que les partis doivent en tenir compte? Est-ce qu'ils pourraient changer les prévisions en fonction de ça ou pas? Comment ils font? C'est une excellente question. Je dirais non, il ne faut pas changer les prévisions parce que si on change les prévisions, on va travailler sur des bases différentes. Donc, on n'arrivera plus à comparer finalement les cadres financiers des partis politiques. Il faut vraiment rester avec ce qui est... Même s'ils pourraient être changés dans le temps parce qu'il y a eu un choc économique qui est arrivé depuis le 8 juillet, on conçoit ça parce qu'on est dans une période extrême d'incertitude, il peut y avoir beaucoup d'événements. Mais je pense que le seul moyen de le faire pour qu'on puisse comparer par la suite les cadres financiers, c'est d'utiliser... On a une provision justement pour risque économique puis pour COVID aussi. Donc, moi, j'utiliserais ça pour dire... Bien, s'il y a un choc positif, parce que ça peut être aussi positif, peut-être qu'on va diminuer la réserve. Si le choc est négatif, peut-être qu'on va augmenter la réserve. Mais je jouerais beaucoup plus sur la réserve. Donc, ça va être facile, ça va être visible. Donc, tout le monde part sur la même base, mais le choc qui pourrait arriver, ce serait transmis au niveau de la réserve. À ce moment-là, on va pouvoir
comparer facilement d'un parti à l'autre ou d'un compte financier à l'autre, voir qu'est-ce qu'ils prennent de plus en réserve ou de moins en réserve, puis on va pouvoir facilement juger que si c'est caché dans les revenus parce qu'ils ont changé la croissance économique ou ça va être diffus, puis on ne pourra plus comparer. Donc, ce serait important que, oui, on peut en tenir compte, mais je pense que le poste sur lequel on devrait travailler, c'est essentiellement sur la provision, tout simplement, pour permettre justement de comparer facilement les cadres financiers. Merci. Merci. Un petit clin d'œil dans les... C'est un commentaire qu'on reçoit où quelqu'un dit qu'il est d'accord avec les avantages du DPB comme ça se fait au fédéral. Mais je vais quand même le dire, là, je ne nomme pas nécessairement les personnes, mais c'est M. Yves Giroux, le directeur parlementaire, qui fait ce commentaire-là, donc qui nous écoute. Quand même amusant, intéressant de le savoir. Il est un petit peu, un peu biaisé, je dirais, peut-être. Donc, autre question. Ici, on a quelqu'un qui dit... qui semble que dans la vraie base de comparaison d'une année à l'autre, ou pour monsieur, madame, tout le monde, parce que c'est pas toujours facile de savoir ce que représente 1 milliard, ça serait... Est-ce que ça pourrait être intéressant de voir ce que les promesses veulent dire la personne la propose en essayant de... Je vais reprendre ces mots, parlant du coût par personne, par habitant. Le coût des promesses, mais ramené en un coût par habitant. Est-ce que ça pourrait être quelque chose d'ajouté dans les cadres financiers pour essayer de relativiser l'importance de ces éléments-là? Mais là, c'est extrêmement difficile. C'est vrai que les gens ont du mal avec les millions, les milliards à l'occasion. Oui. Là. Donc, on peut essayer de trouver un autre indicateur. En pourcentage des revenus. Mais en pourcentage des revenus, peut-être ça représente l'élément le plus clair. Mais on l'a déjà vu dans le passé en coût de café par jour. Donc, un coût de café par jour, mais en coût par habitant, là, vous ramenez ça, vous faites une mesure qui mettons, vous visez les enfants à l'âge de prématernelle, vous ramenez ça par habitant, et là, vous allez arriver, le coût, ça ne sera pas nécessairement plus représentatif. Je pense que j'essaierai de le garder en termes d'impact, en pourcentage du total des dépenses ou du total des revenus, pour voir si c'est un changement qui est significatif ou qui est marginal. D'accord. Merci beaucoup. Mais dans les engagements, si les partis politiques peuvent le faire s'ils le veulent, moi, je ne suis pas... Pour les garderies, par exemple, on pourrait dire bien, ça va coûter tant par enfant de plus ou quelque chose du genre. Tu sais, c'est des éléments comme ça qu'on peut ajouter, mais c'est aux partis politiques, je pense, de le faire. Dans le cadre financier, ça devient difficile de mettre ça, de dire qu'1 milliard de plus de déficit, ça représente quoi? C'est sûr qu'on n'a pas des milliards dans nos poches, on ne sait pas trop exactement ce que ça comprend, mais de ramener ça sur une base individuelle, ça devient un peu difficile. Je pense qu'en pourcentage de revenus, c'est beaucoup plus simple et plus facile à comprendre. Merci bien. Il y a quelqu'un qui demande, au fédéral, on l'a dit plus tôt, tu l'as dit aussi, Luc, le DPB doit chiffrer aussi les promesses électorales. Est-ce qu'il devrait y avoir quelque chose comme ça au Québec, un organisme qui chiffrerait ces promesses-là? Bon, ça, c'est toujours un peu délicat. Premièrement, parce que les promesses électorales arrivent autour de la même date. Donc, il pleut des promesses autour du mois d'août-septembre. Donc là, ça veut dire qu'il faut que le DPB doit créer une équipe pour répondre à l'ensemble de ces demandes-là, mais qu'est-ce qu'ils font le reste de l'année ou le reste des 4 ans, ces gens-là? Donc, il y a cet enjeu-là. Lorsqu'on observe ailleurs dans le monde, c'est quand même une minorité de directeurs parlementaires du budget qui calculent le coût des promesses. Donc, ça sera pas s'il y avait un DPB au Québec, un directeur parlementaire, ça ne sera pas une première priorité à y avoir, loin de là, je pense. OK. Ça reste aux partis politiques, avec les outils qu'on leur a donnés, de calculer le coût des promesses qu'ils souhaitent faire. Puis il y a de très bons outils. Tout à fait. Il faudrait demander à M. Giroux oui, peut-être, il pourrait. S'il aime beaucoup l'expérience de... Je ne sais pas s'il oserait nous le dire. On pourra y redemander à un autre moment donné aussi. Dernière petite question, probablement. Ça ressort un peu, mais ça rejoignait. Êtes-vous optimiste? On l'a dit, les partis n'ont plus vraiment d'excuses. Êtes-vous optimiste que ça va être plus... qu'il va y avoir une amélioration encore cette année? Alors, disons ça comme ça. Pas nécessairement se rendre à la perfection de la comparabilité. Mais... Je dirais que je suis optimiste que ça soit mieux qu'en 2018. Okay. Je pense qu'il y a une question d'expérience aussi. C'est qu'on prend l'habitude, puis de plus en plus de pression. Les outils sont de mieux en mieux établis, donc sont plus clairs, plus simples. Donc, je pense qu'il y a un effort qui va être fait auprès des partis politiques, je pense, pour que ça soit mieux qu'en 2018. Ce ne sera peut-être pas parfait, mais
On avance. C'est un peu comme la ceinture de sécurité. Hein. Au début, il n'y a personne qui la portait, maintenant tout le monde la porte. Je pense qu'à force de le faire, à force de montrer l'exemple, les partis politiques qui se mettent tous à avoir des cadres financiers puis qu'on utilise celui du rapport préélectoral, je pense qu'il va y avoir une pression à ce que l'ensemble des partis le fassent. Moi, je suis quand même assez optimiste que ça soit beaucoup plus détaillé, beaucoup plus uniforme que ce qu'on avait eu en 2018 encore. Donc, je pense qu'on va faire encore un bout de chemin, puis je pense que ça va être très positif. En tout cas, je l'espère. Quelque chose à ajouter? Non, ben c'est parfait. Je pense que ça va bien rajouter. Depuis qu'on a un rapport préélectoral, comme je disais tantôt, il n'y a pas d'excuse à ne pas le faire. Puis je pense que les partis politiques vont comprendre aussi que finalement, ils s'autoprotègent en mettant leurs promesses chiffrées là-dedans. Ça rend la discussion sur la fiscalité et les finances publiques beaucoup plus transparente. Puis ça, c'est au service des citoyens. Là. Les discussions peuvent aller sur leurs priorités autres que juste les chiffres, de toute façon. Oui, après et de toute façon, nous, là, comme ça, vous avez pu le voir, on promet, les gens peuvent faire les promesses qu'ils souhaitent. Là. Tu peux augmenter les impôts, c'est pas interdit de les baisser, c'est pas interdit de les augmenter. Donc, tout est là, mais c'est beaucoup plus transparent pour que le citoyen s'y retrouve et vote en fonction de ses véritables préférences. Bien, merci beaucoup. Merci Yves. Merci Luc. On est rendu à la fin. Donc, vous êtes les premières personnes à remercier, c'est important. Merci pour la clarté de vos propos. Ça ne sera pas très long qu'on va voir si les partis politiques vont être bons élèves. La campagne est déclenchée ce dimanche à venir. Est-ce qu'ils vont adopter les meilleures pratiques, les balises? On le souhaite. Je veux également remercier notre partenaire financier, soit l'Association de planification fiscale et financière. Merci à vous. Merci à vous aussi d'être partenaire de diffusion, comme sont aussi partenaires de diffusion l'Association des économistes québécois, le Cercle Finance du Québec, le Cyrano et l'Ordre des CPA du Québec. Comme je vous le disais d'entrée de jeu, c'était la 6e conférence de notre programme En route vers les élections. Vous pouvez voir ou revoir sur notre site l'ensemble des présentations. Et la prochaine activité en lien avec les élections, ça sera le 20 septembre. Mettez-le à votre agenda. Ce sera le débat sur le débat électoral sur les finances publiques. On est très contents, comme vous pouvez le voir, les 5 partis qu'on a invités ont accepté de participer à notre débat. Pour 4 de ces 5-là, on a déjà le nom des candidats aussi, comme vous pouvez le voir. Donc, ça va être animé par Stéphanie Gramont. C'est devenu une habitude à la chaire. Finalement, quand il y a une élection, on fait maintenant des débats électoraux et ça fonctionne bien. Donc, vous pouvez déjà vous inscrire si ce n'est déjà fait. Sur ce, mon dernier mot va aller à tous ceux et celles qui nous ont écoutés. Merci de votre intérêt. Merci de participer à nos activités. On en est très contents. Bonne fin de journée.